Et bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Je suis Nicolas Riol, je suis président de la MMA et je suis par ailleurs aussi le DG de Criteo France. Donc je suis ravi de vous accueillir dans nos locaux ce matin pour cette matinée spéciale retour du Mobile World Congress avec toutes les grandes tendances qu'on a pu voir sur ces derniers jours. Bon, voilà, on avait tout prévu en avance de toute façon, donc on va quand même vous les donner. C'est évidemment une blague. Non, juste un petit mot sur le RCS. C'est un sujet qu'on aime particulièrement à la Mobile Marketing Association parce qu'il est particulièrement porté par les opérateurs. Et on aime les opérateurs, nos opérateurs français, notamment, ça les opérateurs aiment moins, mais parce qu'ils sont régulés. On a l'ARCEP qui contrôle la neutralité des opérateurs et c'est pas le cas des grandes plateformes. Voilà. Il y a des grandes plateformes qui font ce qu'ils veulent, qui peuvent avantager des concurrents ou non, on est chez eux. Eh bien, les opérateurs, c'est un gage de neutralité et on pense que ça, c'est très sain pour le marché du numérique et des télécoms globalement. Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'on suit particulièrement. Il y a eu d'autres nouvelles, même récemment. Voilà, je pense au Mobile ID qui est vraiment un projet d'unité entre les opérateurs et qui va vraiment dans le sens de trouver des alternatives. Et c'est pour ça qu'on aime particulièrement ce sujet. Et voilà, je suis ravi de vous accueillir et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Philippe. Merci Nicolas, bonjour à tous et bravo d'avoir bravé la pluie et la maladie. Alors, moi je suis Jean-Philippe Gallet, je suis rapporteur de la commission Messaging Mobile à la Mobile Marketing Association. La Mobile Marketing Association, c'est à peu près 150 membres, organisés en plusieurs commissions, des commissions sur la publicité, sur le commerce, sur les interfaces et sur le messaging mobile. Donc je m'occupe de cette commission et par ailleurs je suis cofondateur d'une société qui s'appelle MyElephant, qui a été rachetée par Sinch, qui est un des leaders mondiaux du messaging mobile. Bonjour à tous, oui, Jérôme Bouteiller, je collabore avec la MMA. On va au cours de cette matinée avoir trois grandes séquences. Dans quelques instants, Jean-Philippe Gallet va reprendre le micro avec sa casquette de rapporteur de la commission messaging pour une présentation d'une dizaine de minutes sur les nouvelles messageries mobiles. Et on comprendra pourquoi cet environnement est aussi important aujourd'hui pour l'écosystème digital. On aura ensuite une présentation par Marc Gonsalves d'Infobip, qui est notre partenaire ce matin et que l'on remercie. Merci Infobip, ce petit déjeuner en partie grâce à vous. Donc, qui nous parlera du RCS en 2020, défis et perspectives. Et à partir de 9h35, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde dont le thème est RCS, évolution ou révolution. Et on réabordera avec Sinch, avec Massif, les perspectives de ce nouvel environnement. Et puis à 10h15, comme d'habitude, une petite séquence networking pour échanger autour d'un café vos impressions sur ce qui aura pu être évoqué ce matin. Jean-Philippe, du coup, je te redonne la parole, je crois, pour la présentation. Allez, c'est parti. Le micro fonctionne. Bon, alors on va commencer en douceur, avant de rentrer dans le sujet RCS, qui est vraiment le sujet de la matinée. Et on va essayer de se faire un petit état des lieux des messageries mobiles et qu'est-ce que c'est. Peut-être avant de commencer, juste pour faire un petit sondage sur les personnes présentes dans la salle, si vous êtes plutôt... est-ce qu'il y a des acteurs de l'écosystème du messaging dans la salle? Ça, j'en connais pas mal. Si vous pouvez lever la main un petit peu pour qu'on vous localise. Donc, il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Est-ce qu'il y a également des annonceurs? Quelques annonceurs discrets. Et des agences sûrement, peut-être, qui sont intéressées par ce sujet? Oui, je vois quelques agences. Ok. Donc beaucoup de membres de l'écosystème, des annonceurs, et c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, et c'est un sujet qui transforme un petit peu transforme le paradigme des marketeurs sur les sujets de messaging. Donc une petite histoire d'abord du messaging, je vous ai dit, on commence en douceur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le 1994. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 1994 avec ce téléphone?
C'est pas le premier SMS, parce que le premier SMS était envoyé un petit peu plus tôt, mais c'est le premier téléphone qui intègre la fonctionnalité SMS. Premier téléphone grand public qui intègre la fonctionnalité SMS. Et avant de rentrer vraiment dans les messageries qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que vous voyez en 2002 qu'est-ce que c'est? Parce qu'on s'est longtemps dit, tiens, le messaging mobile, bah en fait, ça va être l'email. Ouais. C'est l'iMode, ouais. C'est l'iMode. Alors je vois qu'il y en a certains qui ça rappelle quelques souvenirs. Donc c'était extraordinaire parce qu'on pouvait recevoir ces mails sur un téléphone et puis envoyer une photo d'un téléphone à un PC. Tout ça avec un écran de 300 pixels à peu près. Donc on ne pouvait pas non plus raconter sa vie dans les emails. En 2006, là on se rapproche un petit peu de quelque chose qu'on connaît plus aujourd'hui. Ouais, MSN Messenger, Windows Messenger, qui était intégré dans pas mal d'offres opérateurs. Et qui, là, on passe un cap, puisque ça gère notamment la présence et discussions groupées. Et puis, bon, 2007, je l'ai mis comme ça pour qu'on voit bien le modèle dont il s'agit. Une grosse transformation, évidemment, dans les usages. Bon, ça, tout le monde est au courant dans les usages, dans l'ergonomie. Mais aussi une énorme transformation, et je pense on oublie souvent de le mentionner, dans le modèle économique qui est proposé aux utilisateurs. Puisque jusque-là, moi je travaillais sur le déploiement de ce genre de choses, on vendait le méga à 10 € à peu près. Et ici, bon, 50 gigas, ça vaut à peu près 10 €. Donc je connais aucun service dans le monde dont le prix a été divisé par 50 000 en 12 ans. Et ça a permis de faire exploser les usages, et notamment les usages autour de la messagerie. On voit qu'il se passe beaucoup de choses là. Tous les ans, il y a vraiment des choses majeures. Le lancement de WhatsApp, le lancement de KakaoTalk, le lancement de Line, le lancement de Telegram, le lancement de WeChat ailleurs qu'en Chine, le rachat de WhatsApp par Facebook. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prix qu'ils ont payé à l'époque. Quelque chose comme 20 milliards, soit à peu près 350 millions par employé. Évidemment, tout le monde se disait, ils sont complètement fous chez Facebook. Mais, quelque part, on arrive à avoir des résultats, en tout cas des résultats en termes d'usage. En 2018, on annonçait 55 milliards de messages par jour sur WhatsApp. Donc on est vraiment sur quelque chose d'une dimension jamais vue. Et puis, Apple, qui s'intéresse au sujet de la messagerie A2P. Donc évidemment, iMessage a été lancé un petit peu plus tôt, mais... Et Google qui s'intéresse également. Et j'aurais dû mettre 2020, RBM, donc ce RCS qui commence à être déployé par les opérateurs pour en faire une offre commerciale et réellement massive. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans tout ça, on a vraiment des extrêmes qui cohabitent. On a vraiment toutes ces messageries là qui permettent un usage nouveau, incroyable. Mais en fait, le marché du messaging des entreprises vers les particuliers, en valeur, en volume, c'est essentiellement toujours ça, toujours le SMS, quoi. Et donc, toutes ces applications qu'on a vues arriver dans la dernière décennie, elles permettent quand même de faire plus de choses. Et à partir du moment où elles permettent aux entreprises de communiquer vers leurs clients, elles leur permettent d'ajouter des choses qui sont essentielles aujourd'hui, comme avant tout une bonne expérience utilisateur, des médias, et puis la gestion d'un des éléments clés des messageries mobiles, qui est la gestion de la présence, de la lecture. Est-ce que les clients à qui vous en envoyez des messages, ils ont lu votre message, qui est déjà une indication qui est aujourd'hui disponible que sur ces applications, qui n'est pas une fonctionnalité disponible avec les SMS. Donc on rentre dans un nouveau paradigme avec l'arrivée de ces applications mobiles, de ces messageries mobiles, pardon. Des choses qu'on connaît bien et des choses sur lesquelles on pouvait déjà faire des choses avec le SMS, notamment en l'enrichissant, en faisant du rich SMS. Mais ajouter du rich media,
Travailler la personnalisation, ça c'est des choses auxquelles on a déjà commencé à réfléchir, sur lesquelles on a déjà commencé à travailler. On a déjà des outils, mais là ça devient vraiment quelque chose de massif. Et puis deux choses sur lesquelles il y a parfois des confusions entre l'omnicanalité ou l'omni-messaging, je ne sais pas comment dire. En tout cas, le fait de pouvoir envoyer des messages sur plein d'applications de messagerie différentes. Ça, c'est un premier fait. Et également, le fait d'envoyer des messages sur ces applications, ça permet de travailler des formats d'expression qui sont nouveaux, qui ne sont plus uniquement push, mais des formats qui sont push-pull, c'est-à-dire des conversations. Donc on se rapproche on va dire d'une expérience plus naturelle, où on a des allers-retours, et des allers-retours avec une marque. Donc avec du coup ici vraiment une importance sur la connectivité. Il va falloir travailler avec des partenaires qui sont capables de fournir une connectivité étendue vers toutes ces applications de messagerie. Et puis, besoin aussi également d'avoir des partenaires qui proposent du software, puisqu'il va falloir éditorialiser ces nouveaux formats qui sont rendus possibles par les messageries mobiles. Donc, vraiment un nouveau paradigme pour nous, déjà, dans l'écosystème, et encore plus pour les annonceurs. Et c'est vraiment, finalement, tout nouveau, hein. Quand on reprend la frise ici, on voit ici les usages. Là, on travaille, nous, aujourd'hui, tous ensemble, sur quelque chose qui a une trentaine d'années. Et là, la disponibilité de ces applications pour les marques, ça a maximum 1-2 ans. Les usages, même les usages interpersonnels, sont relativement nouveaux. Donc, c'est normal qu'on ait l'impression d'être toujours en retard. Parce que, oui, il se passe beaucoup de choses et sur un délai très, très court. Ça, c'est juste pour rappeler quand même de quoi on parle en termes d'usage ou de base adressable. Alors, en France, on a un peu moins ce contre-argument, mais aux États-Unis, par exemple, le marché, la communication des clients des marques vers leurs clients est encore très email-centrique. Donc, il faut démontrer aux annonceurs que c'est bien d'utiliser le messaging. En France, on a passé ce cap-là. Je pense que tous les annonceurs sont conscients que oui, là, il y a quelque chose, un canal, en tout cas le SMS, qui est universel et qui est très efficace, avec voilà, quasiment 5 milliards d'utilisateurs sur la planète. C'est plus d'utilisateurs du SMS que d'utilisateurs de l'email. Et vous voyez astucieusement placé RCS ici, puisque en partie, le SMS Marc nous en parlera largement plus, mais le SMS va en partie remplacer le SMS, ou en tout cas cohabiter avec le SMS. Et vous voyez le nombre d'utilisateurs ici. Alors les chiffres sont très vite obsolètes. C'est des chiffres qui ont 6 mois, je pense, et WhatsApp est déjà à 2 milliards d'utilisateurs. Donc ça va très très vite, ça évolue très très vite. Une autre présentation de ces applications de messagerie, on voit également, quand on regarde cette carte du monde, l'intérêt qu'a eu Facebook de racheter WhatsApp. Parce que si on additionne le bleu et le vert, il ne reste plus grand-chose. En fait, ce qui reste, et c'est vraiment le défi auquel s'attaque Facebook, hein, c'est ce qui se passe en Asie, en Corée, au Japon, en Chine. Là, on a vraiment des champions nationaux. Et c'est des champions nationaux, en plus, qui sont en avance sur la monétisation de leur base utilisateur. Ici, c'est encore très flou, la monétisation. Alors, vous allez me dire, oui, WhatsApp, il y a un business model, mais on ne peut pas dire que ça soit encore complètement rentré dans les mœurs. C'est encore vraiment en test. Messenger, pour le coup, Facebook ne monétise pas le trafic en tant que tel. Donc, voilà, là, il y a vraiment un challenge pour Facebook, arriver à monétiser cette base utilisateur et les usages, comme l'ont fait les acteurs asiatiques, mais c'est pas si simple. Je crois que Facebook essaye depuis 2-3 ans et avec un succès mitigé, on va dire, pour le moment. Alors, on revient chez nous, en France. Quels sont les acteurs dont on parle quand on parle des applications de messagerie, en tout cas disponibles pour les annonceurs? D'abord, je vais parler du SMS, qui n'a pas vraiment sa place là-dedans, mais c'est quand même notre étalon.
parce que le SMS, il a quand même beaucoup de qualités. Vous voyez qu'il y a des plus presque partout, des plus. Le seul problème du SMS, c'est vraiment, enfin en tout cas le gros problème, c'est l'expérience utilisateur qui est quand même très pauvre. Sur le reste des sujets, c'est quand même un canal qui a plein d'avantages. Le RCS devrait reprendre tous les avantages du SMS, y compris la base utilisateur, le potentiel de gens que vous pouvez toucher avec cette technologie, mais en plus y ajouter l'expérience de top niveau. Il faut bien voir que quand on est une marque et qu'on veut contacter ses clients, c'est super de dire les clients vont venir à nous et on va engager des conversations, mais en fait on a quand même besoin de solliciter ses clients. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans les applications de messagerie aujourd'hui en tant qu'annonceur, si on veut solliciter les clients, eh ben, on n'a pas vraiment le choix. On est quand même dépendant des offres, et c'est très bien, dépendant des offres qui sont proposées par les opérateurs. Ce sont les seuls qui encadrent cet usage et qui l'encadrent bien, puisque c'est encore aujourd'hui autorisé et très accepté, voire attendu par les utilisateurs. En revanche, quand on regarde les autres systèmes ou applications de messagerie, on a des limites à chaque fois. Apple Business Chat, c'est évidemment un très bel outil, et c'est un outil essentiellement de Customer Care, avec une base adressable qui est intéressante, mais qui est limitée, qui est intéressante par en général son positionnement sociologique, les utilisateurs d'appareils Apple, mais malgré tout qui est limité. WhatsApp et Messenger, on a encore des limites. WhatsApp notamment, étonnamment, on a la limite de l'expérience utilisateur, de l'ergonomie, qui n'est pas au niveau des autres plateformes de messagerie. Ça reste pour moi quelque chose d'étonnant. Je ne comprends pas que Facebook n'aille pas plus loin là-dessus. Si on veut proposer des choix des choix à un utilisateur, dans une expérience WhatsApp, il faut faire comme dans le SMS, répondre 1, répondre 2. On n'a pas vraiment une super expérience utilisateur. Et puis sur les plateformes de Facebook, on a quand même un sujet autour de la privacy. Alors, est-ce que c'est réel ou supposé? Je ne rentre pas dans le débat, je mets juste un indicateur autour du sentiment. Je ne sais pas si vous voyez là dans la carte, la France est en bleu, est censée être un pays plus Messenger que WhatsApp chez Facebook. Or, depuis les petits scandales sur l'iPrivacy, les gens de chez Facebook nous ont dit non, en fait, WhatsApp a dépassé Messenger maintenant en France. Et c'est essentiellement pour ce sujet-là. WhatsApp est encore mieux perçu sur ce sujet, mais on reste dans l'univers Facebook. Et je pense que, en tout cas, dans mes discussions avec certains annonceurs, c'est rédhibitoire pour avancer sur un déploiement. Je ne sais pas où on en est, Jérôme, du temps. On a encore du temps. Alors, bon, je vais avancer rapidement. Alors. Juste sur les bon, ça, en fait, le gros sujet là-dessus, c'est avec le messaging, on peut essayer de travailler les revenus, travailler le service client. En tout cas, dans tous les cas, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Il y a un sujet qu'on ne travaille pas trop avec ces nouvelles applications, c'est tout ce qu'on fait avec le SMS serviciel, j'ai oublié mon code, etc. Bon, ça, on est moins... voilà, les systèmes de messagerie, les messageries OTT ne sont a priori pas pertinentes dans l'immédiat pour travailler ces sujets-là. Quelques use cases, je vais aller rapidement à nouveau parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a des use cases quand même très différents. On peut voir là sur celui-ci qu'on est vraiment, on utilise de la connectivité juste parce que le système de messagerie c'est bien, mais derrière c'est de l'humain. Donc on est quand même, en fait c'est une interface, mais derrière c'est de l'humain. Ici, on est sur un use case très simple qui est vraiment un SMS enrichi de médias, et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Donc on n'est pas dans une conversation.
Et ici, on est dans une conversation qui sert à faire la promotion de produits. Donc on a vraiment des use cases très différents, indépendamment des plateformes, des use cases de push et de conversationnel. Et pour conclure, on a ici on est bien représenté dans les acteurs du messaging, mais en général, moi, ce que j'aime bien dire aux annonceurs, c'est que pour travailler ces sujets avec efficacité, il faut 3 étages à la fusée. La première étage, c'est la connectivité, c'est-à-dire travailler avec des prestataires qui ont la connectivité avec tous les opérateurs qui vous intéressent en termes de géographie et toutes les plateformes de messagerie qui vous intéressent en termes de géographie, en termes d'usage. Mais il faut également, pour pouvoir travailler ces sujets, que les gens qui vous accompagnent proposent du logiciel, parce qu'il faut pouvoir éditer les contenus. On est sur des contenus qui sont quand même sophistiqués. Il faut être capable de pouvoir éditorialiser la manière dont on prend la parole. Et le dernier étage, et je dirais c'est le plus important finalement, c'est le conseil autour de ça, parce que là on est vraiment sur un nouveau langage à inventer pour les marques. C'est quelque chose de complètement nouveau, hein, ça n'a jamais existé, quel que soit le canal qui a été travaillé, de travailler de la conversation. Et je vais m'arrêter là parce que je vois que Jérôme essaie vraiment de tenir le timing. Du tout, j'avais une dernière question peut-être pour... Merci, en tout cas on peut applaudir Jean-Philippe pour cette présentation. Et garde ton micro juste pour reparler un mot de cette commission messaging de la Mobile Marketing Association France. Ta mission, dans le fond, c'est de fédérer tous ces nouveaux écosystèmes. Hein. Vous avez longtemps travaillé avec les opérateurs. Là, il s'agit aussi de vous ouvrir à de nouveaux partenaires, type Facebook, type Google, type peut-être demain Apple. Oui, je crois que la Mobile Marketing Association s'est fondée en France sur le partage avec les opérateurs sur les sujets du SMS. Donc c'est quelque chose qui historiquement est toujours très présent, et notamment sur le sujet du RCS, il y a énormément besoin de travailler entre les opérateurs qui sont les plateformes et les sociétés qui distribuent finalement les offres opérateurs. Mais effectivement, aujourd'hui, on intègre dans nos discussions, dans nos réflexions, un acteur. Alors Apple, on n'a pas réussi encore, mais on intègre en tout cas Facebook. Puisque Facebook a évidemment comme ambition d'arriver un jour à monétiser cette base utilisateur. Avec un écosystème très dynamique. En tout cas, merci Jean-Philippe pour cette présentation. On va enchaîner avec une deuxième présentation de notre partenaire. Bonjour Marc. Bonjour. Et on va appuyer sur le bip. Marc, on t'écoute. Bonjour à tous. Déjà, merci Jean-Philippe pour ce tour d'horizon des différents moyen de communiquer avec ses clients. C'était très parlant sur le benchmark notamment, j'espère que vous avez pris des notes. Je vais faire aussi un petit sondage chez les gens qui sont présents ici, pour qui cette matinée est le premier contact avec le canal RCS. Une personne, 2 personnes. Donc je suis essentiellement avec des professionnels, donc vous aidez les gens à côté de vous. On va faire un point sur ce que Infobip a appris sur le RCS. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas encore Infobip. On est un peu plus de 2000 personnes sur 60 pays dans le monde. Et on a lancé des campagnes RCS essentiellement en Amérique du Sud, Amérique centrale et en Europe, avec au total plus d'une centaine de campagnes RCS lancées par Infobip dans le monde. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de retranscrire auprès de vous un petit peu les problématiques qu'on a eues avec les annonceurs sur ces différentes campagnes. On a, après 6 mois de lancement en France, des premiers retours très prometteurs sur le RCS. Les taux qu'on a mesurés, il y a le premier taux qui était effectivement dans le benchmark, le point noir du RCS aujourd'hui. On ne va pas se mentir, le taux de reach en France, quand vous envoyez une campagne RCS sur votre base utilisateur, officiellement chez Google, il était de 10%. Dans la réalité, on a constaté des taux plutôt proches des 5%, voire légèrement en dessous depuis que nos amis de SFR ont supprimé le RCS jusqu'au retour au mois de mars. On nous l'a confirmé. Les bonnes nouvelles, c'est le revenu. Le ROI sur le RCS est énorme. Quand on a pu le mesurer, on a eu des taux
de revenus comparables à une même campagne SMS en parallèle à 115% de revenus en plus sur la même campagne marketing. Et également, quand vous cherchez à mesurer de manière plus facilement le taux de clic ou le taux de redirection vers un site web, en moyenne, le RCS a un taux de clic 2 fois supérieur au SMS. Voire, quand vous faites certains scénarios avec des échanges conversationnels, sur une campagne en particulier, on a mesuré que tous les 6 messages RCS, la personne était redirigée vers le site web. C'était dans le cadre d'une campagne pour un concessionnaire automobile. Donc la personne échangeait, avait des carousels, regardait, allait voir plus de détails sur le site, revenait sur le carrousel et choisissait d'autres liens. Tous les 6 messages, une redirection. Pour le SMS, sur une campagne où vous envoyez un SMS avec un lien URL, il fallait 80 SMS pour obtenir une redirection. Donc le RCS est très très puissant. Maintenant, il va falloir apprendre à l'utiliser. Et on a constaté 3 grandes familles de problématiques, de défis à relever sur le RCS. Le premier défi, c'est le contenu. Le contenu, on est habitué depuis des années à envoyer du contenu email. On a des professionnels du marketing qui savent très bien designer des emails. On est habitué à envoyer du contenu SMS avec les abréviations, avec les URL courtes pour essayer de rendre ça le plus efficient possible. Mais on n'est pas encore habitué à envoyer du contenu RCS. On a remarqué plusieurs types de scénarios. En gros, le RCS, contrairement à Messenger ou à WhatsApp, vous allez envoyer la campagne. Et ces campagnes que vous envoyez sont de 3 types. La première, vous cherchez à convertir une campagne en achat. C'est le cas des campagnes marketing classiques pour les soldes, par exemple. La deuxième, vous cherchez à qualifier un prospect. Par exemple, c'est une relance dans l'immobilier. Forcément, la personne ne va pas acheter directement le bien immobilier suite à la campagne, mais vous allez pouvoir le qualifier à travers un échange conversationnel, récolter des informations dessus qui vont pouvoir être réutilisées par la suite. Et le dernier cas, c'est un utilisateur qui va rechercher des informations. C'est le fameux cas qu'on disait serviciel. Par exemple, vous allez avoir un suivi de livraison, vous allez avoir un rappel de rendez-vous. Là où avec le SMS, vous envoyez seulement votre SMS avec un lien et vous gérez tout sur le site web, sur le RCS, vous pouvez tout gérer directement dans l'application de messagerie. C'est-à-dire vous avez un lien, par exemple, pour suivre votre livraison et vous pouvez proposer des boutons pour reprogrammer la livraison, donner des informations complémentaires, idem pour les rendez-vous. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les annonceurs avec lesquels on travaille, il y en a très très peu qui utilisent les capacités du RCS au maximum. Alors j'ai même pas encore mentionné les capacités de géolocalisation, les capacités de chatbot, forcément les médias et les carousels, c'est ce qui attire le plus l'œil quand on voit des campagnes RCS. Mais dans les faits, quand les annonceurs lancent des campagnes, sur ces premières campagnes, en tout cas, peut-être un manque d'habitude sur l'usage, on se contente d'envoyer un texte avec une image, voire des fois un bouton, voire dans le meilleur des cas un carrousel. Jean-Philippe, tu nous as montré un petit screenshot d'une campagne Cdiscount. Je l'ai reçu moi-même. Donc effectivement, j'imagine que cette campagne va avoir un taux de clic supérieur à une campagne SMS. Mais dans le fond, ça reste la même campagne quasiment que du SMS avec une image et un bouton. On a fait quelques campagnes avec des échanges. On a mis un mini chatbot, par exemple, qui va qualifier sur du prêt-à-porter, de savoir voilà, quel rayon vous intéresse. On va échanger avec le chatbot. Il va nous donner des conseils à travers un carrousel. C'est des choses qui sont à expérimenter pour capter l'attention et surtout pour la maintenir. C'est-à-dire que capter l'attention, forcément, vous recevez un message RCS avec une image, ça va plus vous capter l'attention qu'un SMS. Mais comment maintenir l'attention, c'est des choses qui s'expérimentent aujourd'hui. On fait des tests, parce que peut-être qu'un chatbot, les gens, c'est pas le bon moment pour discuter avec un chatbot, on va perdre l'attention. Comment maintenir, comment capter l'attention, c'est vraiment ce qui est à tester sur le RCS aujourd'hui. Deuxième point, le challenge de la sécurité. Ça rejoint un petit peu le benchmark avec la perception notamment perçue de sécurité sur ce nouveau canal. Dans les faits, le RCS est
plus sécurisé que du SMS. Parce que l'expéditeur de l'annonceur, notamment dans le cadre bancaire par exemple, vous ne pouvez pas vous faire passer pour un annonceur. Le nom, l'image de l'annonceur est enregistré auprès de Google et j'imagine auprès des opérateurs par la suite pour empêcher ce qu'on appelle le phishing. Donc le canal est digne de confiance, mais la confiance perçue par les utilisateurs peut être à l'heure actuelle inférieure à celle d'un SMS. C'est un petit peu quelque chose de pas très logique, mais on a fait des campagnes notamment pour des banques, des campagnes, en l'occurrence c'était une campagne pour télécharger la nouvelle application de la banque. On s'est dit, forcément, j'envoie un SMS avec un lien, c'est pas très vendeur. Si j'envoie un RCS avec des images, un carrousel avec les différents avantages de l'application, et en plus un lien directement pour l'application Android, puisque c'est que Android, ça va mieux convertir. Et en fait, non. On a eu 2 fois moins de clics et 2 fois moins de téléchargements sur l'application avec la campagne RCS comparé à la campagne SMS. Donc peut-être que les personnes se disent « mais ma banque m'a jamais contacté avec ce truc-là, avec des images, qu'est-ce que c'est ? C'est un piratage, c'est quelque chose... je ne suis pas habitué, je ne fais pas confiance. » Donc c'est des choses à travailler en amont avec vos clients, avec votre base de données. Il y a besoin de communiquer sur ce nouveau canal et c'est actuellement l'occasion de faire cette communication et de tester l'appétence de vos bases clients sur ce nouveau canal. C'est également une opportunité pour renforcer l'image de la société, parce que tout le monde ne fait pas du RCS. Et le fait de recevoir, quand je reçois 10-15 SMS de pub dans le mois, si je reçois 1 ou 2 en RCS, la marque en question va être différente des autres. Je pense notamment à des campagnes marketing. C'est vraiment le moment pour tester, voir si ça plaît et rassurer votre base client. Dernier point à travailler, c'est le fait d'orchestrer ces communications. On ne va pas passer tout en RCS, on ne va pas du jour au lendemain supprimer l'email, supprimer le SMS. Il faut savoir organiser ça, il faut un accompagnement, notamment logiciel, sur le sujet. 2 points d'orchestration. Il y a l'orchestration interne au RCS, c'est justement ce fameux chatbot qui n'est pas encore pleinement exploité, mais le RCS offre de très nombreuses possibilités de scénarios et c'est bien d'avoir un logiciel et un accompagnement pour pouvoir faire ces différents embranchements au sein même de l'application RCS. Deuxième point, en externe, toute la partie marketing automation, savoir trouver la place du RCS dans votre mix marketing. Aujourd'hui, je sais que j'ai des informations, notamment des récapitulatifs d'informations, qui ne sont utiles que par email. Je ne vais pas envoyer des quantités de textes astronomiques par RCS. De la même manière, peut-être que si c'est juste un rappel de rendez-vous et que je n'ai pas envie que la personne influence quoi que ce soit, je peux me contenter d'envoyer simplement un SMS. Donc savoir orchestrer tout ça, avoir un accompagnement humain, je reprends les mots de Jean-Philippe finalement, avoir le logiciel et l'accompagnement qui vont bien pour tester ce nouveau canal et l'orchestrer. Donc vous pouvez vous rapprocher de différentes personnes qui proposent ça, pas forcément Infobip, hein. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire le RCS c'est génial, ça va marcher tout seul. Il y a vraiment besoin de travailler le sujet. Donc, en ce moment, le RCS a un taux de reach très faible. On va pas se le cacher. J'ai beaucoup de marques, d'annonceurs qui me disent « Oh, je vais laisser les autres tester, je vais attendre que le taux de reach augmente, je viendrai après ». Je pense pas que ce soit la bonne stratégie. Honnêtement, mieux vaut faire des erreurs, mieux vaut tester des scénarios comme celui que je vous ai parlé avec la banque pour l'application et voir que ça ne convertit pas bien sur 5%, plutôt que d'attendre que le reach soit à 20, 30, 40% et finalement ne pas être un professionnel de l'orchestration du RCS au moment où le RCS sera vraiment le canal le plus intéressant avec les avantages sur l'ensemble de ses capacités. Donc
j'imagine, avec notamment les partenariats entre Google, Samsung, Google, les opérateurs, que le reach de RCS va fortement augmenter d'ici la fin de l'année. Nous, chez Infobip, on le voit au Mexique, qui a lancé le RCS depuis 1 an et demi. Ils sont à un peu plus de 20% de taux de reach actuellement. Donc, comme le RCS a été lancé en France, on peut dire au mois de juin dernier, j'espère que sur les campagnes de fin d'année, on sera sur un taux de reach d'environ 20%. Donc, testons dès maintenant sur les 5% pour être prêt sur les grosses campagnes de fin d'année pour les 20%. Donc, on peut en parler pendant la partie networking. Et j'imagine qu'au cours de la table ronde, vous allez également pouvoir aborder un peu ces sujets de test. On va effectivement en reparler. Merci Marc, on peut déjà l'applaudir. Juste un mot, rappeler peut-être Infobip, c'est un champion européen qui aujourd'hui, je crois, est branché à plus de 200 opérateurs dans le monde, je dis pas de bêtises. Plus de 500, il me semble. 500 opérateurs dans le monde. En tout cas, il y a une couverture évidemment très très large et vous accompagnez évidemment les marques sur cet écosystème opérateur, mais on l'a compris également sur d'autres écosystèmes. Il va y avoir une concurrence un peu entre ces écosystèmes auprès de vos clients ? Entre les différentes entre un WhatsApp et le canaux, RCS, c'est ça, ce genre de choses Ça doit fonctionner. Bah non, c'est ce que j'expliquais au niveau de l'orchestration. Chaque canal a son usage. Aujourd'hui, par exemple, WhatsApp, c'est vraiment un canal sur lequel on travaille beaucoup. Mais WhatsApp, bien qu'on puisse contacter des clients sur WhatsApp, j'imagine ceux parmi vous qui ont déjà eu affaire un peu au business model et aux limitations de WhatsApp, c'est pas concevable. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est pour qu'un client vienne contacter une marque. À l'inverse, le RCS, on ne peut pas, en tant que client, contacter une marque via RCS. Donc forcément, c'est des choses qui vont être complémentaires et qu'il faut savoir orchestrer. En tout cas, il y aura une concurrence quand même entre ces écosystèmes et des arbitrages à faire du point de vue des marques. Et il faut peut-être que les opérateurs accélèrent le reach du RCS pour qu'il reste compétitif par rapport à des écosystèmes poussés par les GAFA. Alors là, je dis... Il n'y a bientôt plus de batterie. Là, je dis oui. Que les opérateurs accélèrent, ça, je suis à 100% pour. Mais encore une fois, non, pas vraiment de concurrence. Une complémentarité, c'est pas les mêmes business models, c'est pas les mêmes business case. Finalement, on ne peut pas, en fonction de ce qu'on veut faire, il faut plutôt pas concevoir ça en termes de canal. Il faut essayer de penser en termes de cas d'usage. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Avec qui j'ai envie de communiquer ? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer ? Et en fonction de ça, on va savoir quel canal utiliser. Très bien, en tout cas, Infobip sera là pour accompagner les marques sur ces nouveaux écosystèmes. Merci Marc, n'hésitez pas à noter son email et puis à discuter avec lui tout à l'heure pendant la pause café. On va du coup enchaîner avec la troisième partie de cette matinée avec un échange, une table ronde avec Christelle Boudet de La Massif et Jessica Gadras de Cinch. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Alors j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes de micro. Et on va basculer sur le slide. Hop, on y est presque. Voilà, Christelle Boudet-Zanon, directrice marketing et relationnel sociétaire Massif, et Jessica Gadras, Head of Customer Experience. Christelle, on va se présenter donc en quelques mots, en quelques chiffres. La Massif, c'est un grand groupe mutualiste de l'ouest de la France, mais encore. Alors, la Massif, effectivement, c'est le premier assureur en auto et en habitation en France. Elle a 60 ans, donc on fête nos 60 ans cette année. Ça reste bon anniversaire. Ouais, on va faire ça, merci. Ça reste une jeune mutuelle. On a 5 millions, un peu plus de 5 millions 4 de sociétaires. Et l'état d'esprit de la Massif, c'est une société sans actionnaires. C'est important parce que ça va expliquer aussi le sens du choix dans le cas du RCS qu'on a réussi à développer. On investit une partie de nos profits dans la relation de nos sociétaires et on a une vraie vision de se dire tout ce qu'on crée, on n'est pas là pour être précurseur, même si c'est le cas à l'heure actuelle grâce au RCS, mais on est bien là pour renforcer notre relation avec nos sociétaires. Très bien. Oui, Jessica, également un petit mot de présentation. Quand je préparais les slides, j'aurais écrit My Elephant, mais il y a un nouveau nom. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois ? Oui, on a été racheté par Cinch. Donc moi, chez My Elephant Cinch, donc, je manage le pôle client. Donc j'accompagne les CSM et les chefs de projet. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les marques
dans la construction de leur stratégie de messaging mobile. Donc moi, je suis arrivée il y a 7 ans chez MyElephant. Donc on lançait la plateforme, donc on envoyait à peu près 0 SMS. Donc on est passé de 0 SMS à 1,5 milliard, et donc sans surprise de 0 chiffre d'affaires à 20 millions. Et donc du coup, j'ai eu la chance de participer à cette belle aventure et de voir cette croissance. Et voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de s'arrêter, parce qu'effectivement, depuis le mois de septembre, du coup, on a été racheté par Sinch, qui est leader mondial. Et donc, ça nous offre plein d'opportunités. On est déjà bien présent en France, mais du coup, surtout à l'international. Voilà. Très bien, et on va en parler. Christelle, on va évoquer un peu le RCS, mais avant ça, peut-être un petit flashback sur votre historique dans le marketing conversationnel, parce que finalement, ce type de relation a déjà un certain passif avec l'email, avec le SMS enrichi. Qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Massif ? Alors c'est vrai qu'on a fait comme tout le monde, j'allais dire, on s'est un peu engouffré dans l'email en envoyant beaucoup. Et à un moment, on s'est dit qu'effectivement, il fallait peut-être regarder sur d'autres types de canaux, ou en tout cas repenser notre email. On avait plutôt, il y a encore 5-6 ans, des emails très à plat. Et depuis 3-4 ans, on est venu enrichir nos emails avec de l'interactivité. Et donc là, on a commencé à laisser nos sociétaires choisir leur parcours au sein de nos emails. Ensuite, effectivement, avec Sinch, MyElephant, on a fait du rich SMS qui nous a donné aussi une ouverture plus large que du simple SMS à plat. Et puis, l'an dernier, notre première RCS. On va en reparler. Jessica, Christelle parlait de SMS enrichi. Peut-être que c'est une notion qui est mal connue. On pourrait expliquer ce que c'était, cette intuition de MyElephant de créer un pont entre l'ancien et le nouveau monde ? Oui, alors c'est vrai que au tout début, en tout cas, moi, quand j'ai commencé chez MyElephant, le SMS et l'email étaient utilisés par les marques beaucoup pour de la promo ou du serviciel. Et donc, avec notre plateforme, on a permis aux marques, en tout cas, d'enrichir leur message, d'éditorialiser une offre pour engager les clients. Je crois que c'est à ce moment-là, pour le coup, qu'on a commencé à travailler sur des problématiques plus relationnelles. Et donc, on a commencé à intégrer ces problématiques. Donc, on a commencé à travailler, du coup, sur les customer journey de nos clients. Et je dirais que là, depuis maintenant quelques années, avec le conversationnel, on va au-delà. Alors, et je comprenne bien, ce SMS enrichi, c'est donc un lien Internet, un lien hypertexte dans un SMS classique, et on va ouvrir une page web, c'est ça qui va compléter le SMS ? Alors, ouais, oui, c'est un lien qui va être traqué donc, à l'utilisateur. Donc, si aujourd'hui je souhaite contacter toute ma base, donc 1 million de personnes, on va générer 1 million de liens personnalisés, ce qui va nous permettre de traquer du coup tout ce qui va se passer en termes d'engagement sur cette page qui est créée en fait à la volée, et de remonter du coup toute cette donnée dans les outils de gestion de campagne pour pouvoir recibler de manière plus intelligente les clients, et surtout comprendre quelle est l'appétence pour un canal. Donc de la data, de la personnalisation, des interfaces aussi plus riches ? Des interfaces plus riches, évidemment, parce que du coup, en termes de fonctionnalité, on va pouvoir du coup proposer des catalogues, du drive to store, ce qu'on peut d'ailleurs faire avec, je le redis, le conversationnel. On peut aller encore plus loin, mais c'était la première étape, ouais. C'était une première étape. C'est ça. Et effectivement, le SMS n'avait pas forcément ni une interface utilisateur très satisfaisante, ni la possibilité de traquer, ou en tout cas de fournir beaucoup de données sur ce qui se passait sur le mobile. Hein. En fait, le SMS, on avait la donnée il a été reçu, voilà. C'était déjà une première donnée, et puis il était très pauvre. Par exemple, pour un retailer, mais même pour le secteur de la banque, l'assurance, on pouvait en fait pas faire passer beaucoup d'informations en 160 caractères. C'était un peu pauvre. Christelle, même analyse sur le SMS, il avait ses défauts. Complètement, et c'est aussi l'avantage du RCS, c'est que maintenant on est capable de le suivre. On laisse aussi notre sociétaire ou notre client dans un même environnement. Et c'est aussi ça l'intérêt du RCS. C'est ça, c'est un peu vite là. Non, mais c'est exactement ça. C'est le SMS aujourd'hui, finalement, la promesse, c'est le meilleur des deux mondes. C'est à la fois le rich potentiel du SMS et cette interface enrichie et cette capacité à générer de la data sur le comportement du consommateur. Alors, moi, je le vends aussi au sein de ma direction et de mon CA en disant on réconcilie tout l'avantage du SMS, qui est une plateforme universelle, et toutes les fonctionnalités des apps.
Donc, parce que ça reste quand même quelque chose qu'on touche tout juste du doigt. Donc il faut quand même être très pédagogique sur le sujet. Mais je pense que c'est assez, j'allais dire peut-être basique de l'expliquer comme ça, mais ça décrit assez bien tout le contenu qu'on peut avoir avec un RCS. Jessica, même analyse, c'est le RCS qui vient, c'est ce meilleur des deux mondes, ça allait au-delà du SMS enrichi? Alors, oui, on va au-delà, parce que du coup, on va pouvoir travailler d'autres problématiques clients qui, moi, me semblent en tout cas hyper intéressantes, type je suis un retailer, comment je vais engager sur un deuxième achat. Normalement, c'est une problématique qui parle aux marques, et du coup, avec le conversationnel, on va pouvoir aller plus loin. Je donne rapidement un petit exemple. Mais... On va parler des usages juste après. Oui. D'accord, très bien. Alors, dans ce cas-là, oui, je rejoins Christelle sur le côté où en fait, le fait de pouvoir contacter, en tout cas, toute sa base comme une base SMS, c'est hyper intéressant. Il y a une richesse fonctionnelle aussi dans les fonctionnalités qu'on va proposer sur RCS. En revanche, le meilleur des deux mondes, j'attends un petit peu parce qu'il y a quand même quelques limites aujourd'hui, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir contacter ses clients iOS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, même sur le prix... On va en parler aussi, il y a encore quelques limitations. Parlons en tout cas des usages. Christelle, vous le disiez, vous avez lancé cet hiver, je crois, un premier pilote RCS. C'était quoi l'ambition de ce projet ? Alors, l'ambition, c'était de continuer à nourrir notre relation client, et on a fait le test de se dire on va aller chercher les sociétaires qu'on considère les plus difficiles à contacter. C'est ceux qu'on appelle les dormants. Les dormants, c'est des sociétaires qui ne viennent pas nous voir, qui ne nous appellent pas, qui n'ouvrent pas nos mails. On ne sait même pas s'ils regardent vraiment nos SMS. Donc on s'est dit, de toute façon, on a aussi une obligation légale de prendre le temps de les contacter. Donc allons tester ce canal sur cette population. Donc on a fait un petit POC d'à peu près 10 000 sociétaires. Et on a un parcours où on s'est dit, pour relancer la conversation, on va déjà apprendre à leur demander qu'est-ce qui a évolué dans leur vie. Donc est-ce qu'ils ont changé de véhicule? Est-ce qu'ils ont fait une modification dans leur habitat? Ou est-ce qu'ils ont changé de situation familiale? En fait, notre premier niveau, ça a été de s'intéresser à nos sociétaires et de créer une conversation. Et là, on a fait tout un déroulé conversationnel. Ensuite, on a pris le temps de leur expliquer tout ce que la Massif pouvait leur apporter au travers de leur espace personnalisé, le téléchargement d'attestation, de la déclaration de sinistre. Et on a été plus loin. Alors, on a fait un RCS très long, mais on avait une ambition, c'était de générer un vrai contact et puis d'avoir une vision quantitative avec des résultats, mais aussi qualitative, en leur demandant de noter ce RCS. Et juste un petit chiffre pour vous montrer la durée, c'est qu'en temps normal, en taux de lecture, on est sur de l'email vidéo ou du rich SMS sur un temps de 10 secondes. Là, la conversation, elle a duré en moyenne 66 secondes. Donc, et c'était lui qui continuait à vouloir nous donner de l'information. Donc c'est là où aussi on se voit qu'il y a une vraie appétence, en tout cas pour ce canal. Et on évoquera Dotiv dans un instant. En tout cas, Jessica, les usages donc, qui sont adaptés à ce nouveau canal, on en évoque un, réveiller des sociétaires dormants. Il y en a, j'imagine, beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense qu'on pourrait les classer en 3 catégories. On a effectivement mais en fait, c'est vraiment les usages qui existent déjà en SMS. Donc, c'est la génération de revenus, le customer care et le serviciel. Aujourd'hui, donc dans génération de revenus, en tout cas, je mets évidemment le fait de faire des ventes, mais aussi l'anti-churn. Et pour le coup, alors, en tout cas, mon avis, c'est que sur le serviciel, même si aujourd'hui ça représente 6 milliards 40% sur les 6 milliards de messages qui sont envoyés, j'ai pas en tout cas le sentiment qu'on ait besoin de basculer sur une conversation dès qu'on va envoyer un code de confirmation. Je suis pas sûre que c'est à cet endroit, en tout cas, sur ces problématiques-là qu'il faut se concentrer. En revanche, sur tout ce qui est génération de revenus, on travaille, du coup, on l'a vu, on travaille par exemple avec un acteur qui vend du coup des biens consommables, qu'on adore d'ailleurs boire chez Cinch entre 8h et 10h30. Typiquement... On parle de café, je pense. On parle de café, mais voilà. Une grande marque suisse qu'on ne peut pas citer ? On ne peut pas trop citer. D'accord. Ils sont à Vevey, je crois. Ils sont à Vevey. Bref, ils sont au bord du lac Clément. Et donc du coup, par exemple, on a vu donc avec eux une des problématiques qui était hyper intéressante à traiter avec le conversationnel, c'était de se dire très bien, c'est du consommable.
là, on sait en fait ce que consomment les clients, donc ils ont cette information-là, on connaît le produit, on sait aussi quand est-ce qu'il va plus en avoir. Donc on est capable de dire vous êtes à court de café, de Voluto, au hasard, par exemple, et très bien. Et du coup, est-ce que vous souhaitez repasser commande? Et comme l'information est déjà sur tout le paiement, enfin toutes les informations bancaires vont être enregistrées en amont sur le compte du client, rien qu'en posant la question, on va pouvoir repasser commande pour lui. Donc ça facilite. Et donc évidemment, ça génère des ventes. C'est de l'anti-churn parce que c'est pas au client d'aller repasser commande directement sur le site. Et donc c'est des scénarios qui sont très prometteur en tout cas. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc il y aura en gros du customer care, de la vente. Alors la vente sûre. Après il y a aussi ça fait aussi partie de la vente, mais il y a toute la partie, je pense, qualification du type aujourd'hui quand on achète quelque chose chez un retailer, en fait c'est normal. En caisse on va pas passer 3 plombes à raconter toute sa vie. Donc on renseigne souvent un nom, un email, un numéro de téléphone. Le fait de pouvoir envoyer une conversation après un premier achat, on va pouvoir, par exemple, dans le sport, demander, mais quel est votre sport préféré, enfin quel est le sport que vous pratiquez. Et donc qualifier la base, voilà. A posteriori. Pour engager sur un deuxième achat. Mais pour le customer care en rapide, là aussi il y a un vrai intérêt parce qu'aujourd'hui les coûts de traitement d'un retour, des retours par exemple par les CRC, en tout cas on sait que, c'est pas moi qui le dis, je répète ce que dit Google, c'est que ça coûte à peu près 4,50 € de traiter une demande. Donc on peut se dire qu'avec du conversationnel, le fait de qualifier et de traiter peut-être toutes les demandes de support de niveau 1 pour désengorger les centres d'appel, ça a du sens d'utiliser le conversationnel pour le customer care. Alors tout ça, ça impose peut-être que les marques réinventent un peu leurs canaux. Jean-Philippe le disait, on passe quand même d'une culture de la notification à une culture de la conversation. Christelle, ça vous a obligé peut-être à repenser les parcours clients ? Alors, en tout cas, ça va nous obliger à repenser les parcours clients, même si c'est ce qui était dit tout à l'heure. Je pense que, nous on le voit pas, on voit plutôt ça comme des canaux complémentaires. Je vais prendre un exemple de tout ce qui peut se passer en ce moment en termes d'actualité. En tant qu'assureur, on est là aussi pour donner des informations, soit autour de l'alerte météo, soit autour justement de tout ce qui est viral. On ne va pas utiliser le RCS pour ça. On a besoin d'un message court, on a besoin d'informations. Donc je pense que chaque canal doit trouver sa place, mais effectivement, il va falloir qu'on repense certains types de canaux. Et dans ce même mode de conversationnel, on est en train de se dire, il y a aussi des choses qui arrivent autour de l'email, autour de l'AMP. Comment est-ce que demain notre email on le rend plus conversationnel? Si on est capable de le faire sur du SMS, il faut le faire aussi sur d'autres supports, et créer aussi plus d'interactivité même au sein de nos sites propres. Donc je pense qu'effectivement on a encore beaucoup de travail à faire sur toute la partie conversationnelle. Mais ce ne sera pas concurrent en tout cas. Pas de notre point de vue. C'est ça. Jessica, j'ai du mal à mener la conversation. Jessica, donc il y aura effectivement à accompagner, à former les marques pour gérer finalement cette voie de retour qui est presque une nouveauté pour beaucoup de marques dans le cadre de ce canal RCS. Oui, alors nous on a pour le coup mené d'ailleurs avec la Massif un AB test sur comment on amène les choses, parce que effectivement on a l'habitude, les marques ont l'habitude de parler à leurs clients, mais les clients n'ont pas spécialement l'habitude de parler aux marques, donc il faut être, et on remarque qu'on a déjà, du coup on a, grâce aux premières campagnes qu'on a lancées, on a déjà effectivement des premières clés de succès sur comment amener le client à discuter avec la marque. Alors ça peut être, on va vous faire vivre une expérience un petit peu exceptionnelle, discuter avec nous, mais en tout cas c'est vrai que si du jour au lendemain on lui envoie un message RCS alors que lui il n'est pas au courant, donc pour le coup il va être un petit peu surpris, donc on sait qu'il faut l'accompagner. On a vu des pratiques avec les chatbots, par exemple tutoyer le client, c'est des choses qu'on peut oser faire pour engager la conversation, ou c'est pas trop la culture de grands groupes? Alors je pense que ça dépend beaucoup des marques. Typiquement, je pense qu'avec la Massif, on va pas tutoyer les clients. Voilà, mais en fait, il faut garder le même ton sur tous les canaux. Il faut garder une cohérence. Donc il faut que la marque communique. C'est des nouvelles questions qui se posent, et peut-être qu'il y aura des découvertes là-dessus. Christelle a commencé à partager quelques chiffres sur son pilote. Sur le réveil des dormants, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre chiffre? Parce que je crois qu'ils sont assez spectaculaires.
Alors effectivement, le premier chiffre, c'est le taux de lecture qu'on n'avait pas forcément avec le SMS. Là, on a un taux de lecture de plus de 73% sur le RCS versus un email vidéo, puisqu'on a comparé avec des choses où on avait des taux de lecture qui étaient aux alentours de 36%. Donc et 2 fois mieux. Complètement. Et surtout, c'est l'interactivité. On en a parlé tout à l'heure. Et donc l'interactivité, c'est toute la conversation que le sociétaire a pu avoir avec nous par rapport aux interactions qu'il pouvait avoir sur d'autres supports. Là, on est quasiment à la moitié des personnes qui ouvrent notre RCS, qui le lisent, qui rentrent dans l'interaction, puisqu'on était à 52%. Et ça veut dire 3 fois plus qu'un email vidéo et 2 fois plus qu'un rich SMS. Donc on voit un vrai intérêt, en tout cas pour nos utilisateurs, pour nos sociétaires, de continuer cette conversation. Et ça, c'est plutôt une partie très quanti en termes quali. On a pris le risque de se dire, c'est une nouvelle expérience. On lui en a parlé, on l'a informé que c'était une nouvelle expérience. On va lui proposer aussi de la noter, cette expérience. Il est habitué à noter quand il va en vacances, quand il utilise un service au niveau des restaurants, etc. Et proposons-lui le même type de notation avec un système de 5 étoiles, comme il a l'habitude d'avoir. Et 70% des personnes qui ont pris le temps de nous noter ont considéré le service très satisfaisant ou très satisfaisant. On voit bien une vraie appétence à ce service. Alors effectivement, on était sur une petite population, on n'était pas du tout certain que ça fonctionnerait. Et là, je peux vous assurer qu'en interne, tous les indicateurs sont ouverts pour continuer le RCS. On parle d'une population de combien de personnes touchées par ce canal? Alors, on a pris, quand on fait des POC, en tout cas, on prend toujours une population entre 10 000 et 15 000 sociétaires. Alors, en plus, c'était quelque chose où on n'avait pas du tout de métrique. Et donc, il fallait se dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on prend le risque? Là, notre vraie attente, c'est de se dire, est-ce que les opérateurs vont aller plus vite? Parce que nous, on a déjà d'autres ambitions. On va en parler, mais en tout cas, sur les 10-15 000 personnes qui ont été adressées par cette campagne, de mémoire, il y en a plus de 2000 qui ont du coup réagi, pris rendez-vous. Alors, on a quasiment 2500 rendez-vous. On est sur un taux de rendez-vous de 25%, ce qui est énorme. Alors, surtout, quand je rappelle bien la population, hein, c'est quand même des gens qui veulent pas nous voir, qui dorment. Voilà, donc maintenant, notre vrai deuxième de temps, c'est de se dire, cette population, on sait que c'est des gens qui sont fragiles. Donc là, nous, c'est vraiment une campagne de rétention. Donc l'objectif, c'est de voir, puisqu'au 1er avril, on a notre échéance, est-ce que ces gens-là, l'effet de les avoir enfin captés, est-ce qu'au 1er avril, ils vont rester ou ils vont partir? En tout cas, ça va être toutes ces questions, mais l'effet de recréer une relation sur des gens qu'on ne capte pas, c'est vraiment quand même un vrai plus. Une campagne anti-churn, dirait Jessica. Exactement. En tout cas, oui, effectivement, c'est très impressionnant de se dire qu'un quart des personnes qui étaient des clients dormants, non seulement ont répondu, ont pris rendez-vous, ça me paraît des chiffres très très élevés. Jessica, est-ce qu'il y a d'autres très bons chiffres qu'on peut partager sur le RCS issus d'autres POC ou d'autres cas clients Cinch? Oui, on a eu la chance de pouvoir lancer des pilotes avec sur plusieurs secteurs différents. Par exemple, dans le retail, sur la dernière campagne qu'on a lancée, sur RCS en vente directe, on a fait plus de 25% par rapport à de l'email. Et sinon, on a un autre cas. Alors, c'est sur des scénarios qui sont plus courts. Par exemple, avec un e-commerçant, donc là, on était plutôt sur 2 questions. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'engager et de rediriger finalement vers la page de l'offre sur le site. Et là, c'était un A/B test, donc SMS versus RCS. On a fait plus 4% sur le revenu et plus 9% sur le panier moyen. Alors, plus 4%, on peut se dire, c'est plus 4%, mais enfin, ça dépend de ce que représentent les 4%. Ça dépend de ce que représentent les plus 4%. Évidemment, si on est autour d'1 million d'euros, du coup, tout de suite, voilà. Ça fait beaucoup d'argent. En tout cas, globalement, vous êtes convaincu également de ROI En tout cas, les premières campagnes sont hyper encourageantes. On est très contents des résultats. Et Marc évoquait aussi des cas à l'étranger avec des très, très forts hausses des taux de clics sur du x2, c'est ça au Mexique? Et en France aussi. Et en France également. Donc il y a clairement des très bons chiffres pour ce canal, on a envie d'investir ce canal. Il reste quand même 2 questions qu'on va aborder. La première, c'est la question du modèle économique. Christelle, pour ce test, vous avez bénéficié un peu de conditions particulières, si je ne me trompe pas. Là, je vais surtout laisser la parole à Jessica. Effectivement, on était plutôt sur un forfait projet. Donc,
Voilà. Alors, ça c'était la relation avec... Pardon, ce que je veux dire, c'est que vous avez pour l'instant une tarification du RCS qui est, je crois, très modeste. J'imagine que vous avez en tête peut-être les tarifs du SMS. Ça restera un canal compétitif Alors, au vu des premiers résultats, je pense qu'à l'heure actuelle, ça reste encore un canal très très compétitif. Parce que je pense que si sur toutes nos campagnes, on avait des taux de rendez-vous à 25%, je pense qu'on serait relativement satisfait. Et je pense que le taux de transfo, on laisserait la main à notre réseau pour le faire. Donc on va continuer. Et c'est vraiment à date, notre vrai point bloquant, c'est le volume. Alors on va en parler juste après. Mais néanmoins, si vous engagez dans une logique conversationnelle et que les messages se multiplient avec vos clients, il y a toujours cette crainte peut-être que vous soyez facturé à chaque échange. Donc votre souhait, c'est d'introduire peut-être des modes de facturation à la session de conversation. Ça vous paraît être en phase avec ces nouveaux usages ? En tout cas, ça fait partie des conversations qu'on a à l'heure actuelle. Donc effectivement, il va falloir... voilà, on est complètement dans la thématique. Il va effectivement falloir que ça reste un coût raisonnable. Et surtout, là, on est quand même sur, j'allais dire, des profils qui ont déjà installé le RCS, qui ont cette appétence au support. Il va falloir qu'à un moment, on puisse voir sur l'ensemble de la population si tout le monde réagit comme ça. Donc c'est aussi toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser pour réellement poser la bonne tarification ensemble. Et là, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour se permettre de le dire à l'heure actuelle. Il y a des opérateurs dans la salle. Est-ce que vous pourriez définir pour vous le pricing idéal ? Alors là, ce serait compliqué. Dans l'idéal, j'ai envie de dire resto au prix du SMS, ce serait parfait. Mais je pense qu'ils ne vont pas être d'accord avec moi. En tout cas, ils vont proposer d'autres choses. En tout cas, un pricing peut-être pour le premier SMS et puis un autre pricing pour la conversation, ça serait quelque chose de raisonnable. En tout cas, il faut qu'on arrive bien à avoir ces deux temps-là. Et puis surtout, réussir à convaincre d'autres annonceurs que ça a un vrai intérêt dans la relation client. Parce que je pense que ce type d'expérience, on a encore besoin de le faire découvrir aussi à l'ensemble de la population en France. L'exemple tout à l'heure de la banque, il est vraiment le reflet de tout ce qu'on pourrait générer aussi plutôt comme crainte si on n'a pas non plus le bon scénario, le bon accompagnement. Et c'est aussi tout ça qui va faire que demain, on pourra avoir enfin une vraie notion de prix en face de tel type de support. Et aujourd'hui, l'absence de pricing précis, ça vous freine un petit peu dans vos projets pour l'année 2020 ou pas ? Alors, pour l'instant, tant qu'on reste en mode projet, je vais dire pour l'instant non. Donc, on va surtout voir ça avec Cinch demain. D'accord. On attend aussi évidemment la... Et on a continué à en faire. Hein. On est déjà sur un deuxième cas. Et on a d'autres projets qui arrivent et dont on parlera certainement dans le second temps. Jessica, un mot sur le business model aujourd'hui. C'est une question que posent peut-être les prospects de Cinch et qui peuvent peut-être les freiner pour déployer des pilotes. Ils veulent savoir combien ça va leur coûter. Alors évidemment, ils veulent savoir combien ça va leur coûter, mais je pense qu'on est assez transparent, en tout cas chez Cinch, sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on facture, oui, effectivement, au projet, parce que du coup, de toute façon, le trafic, en tout cas, aujourd'hui, est gratuit, mais on sait évidemment qu'il va y avoir une facturation, une facturation opérateur et revendeur. Ce qui est logique, et on se dirige vers quel type de modèle économique parce qu'il y a déjà des grands groupes comme Facebook avec WhatsApp et son API Business qui ont défini ces logiques de facturation à la session. C'est quelque chose qui pourrait aussi apparaître dans l'univers RCS ? Alors, pour l'instant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas reçu les contrats opérateurs, donc pour l'instant, les prix ne sont pas publics. Mais par contre, on regarde quand même ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ce qui a été défini, en tout cas dans d'autres pays, c'est un prix au message qui va être comparable à celui du SMS et un prix à la conversation qui sera certainement un peu plus élevé. D'accord, donc ce double modèle est clairement envisageable pour l'année. Autre sujet qui est celui évidemment du reach avec un E et un A cette fois-ci et pas un I, cette question du taux de pénétration de cette technologie-là. On parle pour l'instant effectivement sur des petits volumes, même apparemment au Mexique qui a déjà une certaine maturité, on reste à 20-30%. Il y a quelque part une certaine inertie sur le déploiement de cette technologie. Est-ce que les marques finalement sont pas plus rapides que les opérateurs presque au sujet de cette technologie? Elles ont plus d'attentes. Les opérateurs, mais elles sont presque un peu moins pressés que vous, on va dire. Mais en tout cas, à date, moi, c'est le sentiment que j'ai. Effectivement, je pense qu'on a tous beaucoup utilisé, c'est ce qu'on disait en introduction, l'email.
il y a des canaux qui ont vu le jour, et je pense qu'on a surtout besoin d'avoir ce type de canal, parce que typiquement quand on parlait de WhatsApp ou des apps, on ne peut pas l'utiliser comme de la promotion, donc on a besoin d'avoir un autre canal qui nous permette d'aller au contact de nos sociétaires, qui soit, j'allais dire, universel, parce que c'est aussi ça dont on a besoin, et l'email on ne l'a pas forcément, alors que le numéro de portable on sait qu'on l'a. Donc c'est vrai, cette envie de continuer à y aller, et en plus, je le dis avec beaucoup de recul, c'est que nous, quand on l'utilise, on considère que ça reste un canal intrusif, puisque ça reste sur nos téléphones, et donc on croit vraiment à ce que ce canal soit une force dans la relation client. Alors on n'est pas non plus philanthrope, hein, on veut aussi générer des rendez-vous, de l'anti-churn, du business, mais ça reste quand même en premier niveau une vraie relation qu'on peut reconstruire ou construire avec des sociétaires ou avec des clients. Donc oui, il y a une forte attente, et juste pour parler d'un projet qu'on a aussi en tête, il y a des élections là prochainement municipales. Nous, on a des élections de nos délégués. On se dit c'est exactement le type de canal qui pourrait donner du sens dans des élections. Et je pense que ça peut aussi être vu en dehors du mode qu'on pourrait avoir de mode marque. Et je pense qu'il y a une palette bien plus large que celle qu'on imagine à l'heure actuelle. D'accord. En tout cas, plus le niveau de couverture sera élevé, mieux ce sera, et il faut que les opérateurs accélèrent. Jessica, c'est aussi un sujet, ça, ce taux de pénétration de la technologie. On a encore beaucoup d'attentisme du marché, y compris aussi d'un Samsung ou d'autres partenaires. Oui, après, évidemment, pour l'instant, ça reste des points à éclaircir, c'est une petite contrainte, même si, les opérateurs ont envie d'y aller, donc on se dit qu'ils devraient être prêts, en tout cas sur S1, c'est pareil, les informations que j'ai, parce que je parle évidemment beaucoup plus aux clients qu'aux opérateurs, mais c'est que déjà SFR et Bouygues devraient être prêts, Orange ce sera plus tard. En tout cas, pour vous parler de choses que peut-être je connais plus, c'est que nos clients ont très envie d'y aller, c'est sûr. Pour vous donner une idée, demain on organise chez Cinch un workshop, petit déjeuner sur le thème de RCS pour partager du coup nos premiers retours d'expérience. Bon, on a 6 marques qui seront présentes avec des directeurs marketing et responsables CRM de secteurs différents. Donc en fait on sent que en tout cas ça les intéresse, ils s'y intéressent, ils ont envie de se lancer. Après c'est vrai qu'on a encore quelques petites limites aujourd'hui. Mais... On peut espérer que toutes les planètes soient alignées à la rentrée de septembre. On peut espérer. Alors sur la partie vraiment opérateur, nous on aimerait vraiment que je passe un message que Bouygues et SFR soient prêts là sur S1. Orange, on sait que ce sera plus tard. Après on a aussi il y a la partie constructeur aussi. On sait que par exemple là sur le S20 qui va sortir, il sera déjà compatible RCS, et on sait que Samsung met à jour petit à petit son parc de smartphones. Donc ça va monter en puissance au cours de l'année 2020, en tout cas on peut tous espérer. Une dernière question qui est la cohabitation entre ce futur canal et puis tous les canaux existants. On parlait de l'email, avec notamment aussi des initiatives de Google pour le rendre plus conversationnel avec AMP. Comment ça va s'inscrire? Est-ce qu'à terme le RCS, si ça devient le standard que ça ambitionne de devenir, est-ce que ça pourrait faire de l'ombre par exemple à d'autres interfaces? Je pense aux applications. Alors, je pense pas que ça puisse faire peut-être aux applications, parce que nous, on a encore du mal à faire utiliser même nos propres applications, et je vois que même les assureurs ont du mal à l'utiliser comme canal, et effectivement, l'effet que ce soit pas un canal promotionnel, ça peut effectivement, nous permettre, nous, de trouver un autre moyen de toucher une certaine typologie de sociétaires ou de clients. Pour autant, l'exemple qui était donné sur des notifications de code bancaire ou de confirmation de rendez-vous, le RCS, je pense qu'il est presque trop complet, entre guillemets, pour avoir besoin de ce canal-là. Et je pense qu'on doit réellement trouver, chaque typologie de canaux à sa place dans nos structures marketing, ou en tout cas dans nos plans marketing de sollicitation. Et aussi, quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé, c'est jouer aussi un peu un système de rebond. Ça peut être un RCS en J1, un email en J3 ou un appel téléphonique. Enfin, en tout cas, il faut qu'on crée cette relation. Et dans l'exemple que nous, on a mis en place, derrière, on générait des rendez-vous, mais c'était soit avec une prise de rendez-vous en point d'accueil, soit directement avec un conseiller au téléphone. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité à imaginer,
Et je pense qu'on est vraiment tout juste dans un début de scénario. Il n'y a pas un canal one-to-one qui va remplacer tous les autres, ça sera une logique omnicanal, et d'où l'importance de l'orchestration, évidemment, de tous ces canaux. Exactement. Pour l'instant, en tout cas, je ne crois pas à un seul canal. Jessica, mon analyse? Oui, en fait, je pense que RCS, ça va être complémentaire et certainement concurrent. Finalement, oui, complémentaire, parce que de toute façon, je pense pas que les marques vont arrêter de contacter leurs clients qui sont sur iOS. Donc déjà, de toute façon, on va pas pouvoir se dire que pour l'instant, tout peut pas se faire sur RCS. Peut-être qu'Apple un jour sera compatible. Voilà, ils sont déjà compatibles SMS. Oui, voilà. Mais en même temps, de toute façon, je pense aussi que même si effectivement on peut gérer tout un tas de problématiques sur RCS, c'est pas parce qu'on va pouvoir le faire que tous les clients vont être appétents à ce canal. Donc de toute façon, je pense qu'il va falloir continuer à diversifier ces points de contact, même si le but c'est effectivement d'avoir de créer une relation avec le client et pas de lui parler sur 1 milliard de canaux différents. Mais par contre, oui, je pense quand même que RCS va être un petit peu, en tout cas, concurrent Une référence dans l'univers du messaging, en tout cas très vite, le standard dans l'univers du messaging. Oui, mais par exemple, il va être concurrent en tout cas WhatsApp, je pense, Messenger et RCS sur certains périmètres. Forcément, si on se rend compte qu'on arrive à gérer plein de problématiques avec RCS, je ne vois pas pourquoi on continuerait, par exemple, à envoyer des messages WhatsApp alors que l'expérience et l'expérience utilisateur est moins bonne, par exemple. Enfin, voilà. Très bien. Je vais demander à toutes les deux peut-être un mot de conclusion, un hashtag de conclusion. Alors, Christelle, ce serait quoi? Le RCS, c'est clairement un canal que vous allez utiliser massivement à la Massif. Je vais faire cette blague. Ouais, on nous l'a fait souvent celle-là. Moi, ce serait le hashtag RCS relation client massif. Merci. Moi, ce serait du coup avec tout ce qu'on s'est dit, hashtag Sim chez Prem. On vous attend tous. Merci en tout cas à toutes les deux, on peut les applaudir.